Merci d'être avec nous sur Arte. Arte qui a perdu le 28 décembre dernier un compagnon de route précieux. Jean-Christophe Victor est mort brutalement, laissant orphelins tous les fidèles du Dessous des cartes. Cette émission, devenue évidemment une référence, lancée en 1990, au départ c'était un pari fou. Expliquer le monde sans images choc, sans effets spéciaux, juste avec des cartes. Et une démonstration toujours problématisée, ciselée, limpide, pour donner à voir et à comprendre. Les cartes pour Jean-Christophe Victor, c'était une façon de nous enrichir et de nous faire toujours découvrir, d'ailleurs chaque semaine au rendez-vous, des centaines de milliers de téléspectateurs, des fans partout, toutes générations confondues, des jeunes notamment, qui regrettent le départ du meilleur prof de géo qu'on ait jamais eu. Jean-Christophe Victor était unique par son savoir, sa pédagogie, son engagement, sa générosité. Alors heureusement, il nous laisse son travail aujourd'hui, ces centaines d'heures d'émissions qui sont autant de voyages. Aujourd'hui, nous allons en revivre certains, recevoir aussi ici, à la Bibliothèque nationale de France, où se déroulaient généralement les tournages, ceux qui l'ont connu et admiré. Je vous propose qu'on commence par revoir un numéro consacré à cette région du monde avec laquelle il avait évidemment un lien si particulier, l'Arctique, lui, le fils du grand explorateur de la banquise, Paul-Émile Victor. Jean-Christophe avait 20 ans lorsque son père l'y a emmené pour la première fois, c'était à la fin des années 60. Il avait raconté avoir ressenti comme une claque ce jour-là devant la disproportion entre l'homme et le milieu naturel. Voici quelques images amateurs tournées lors d'une navigation dans l'Arctique au large du Spitsberg norvégien, où j'étais pendant l'été 2014. On le voit, cet ours se déplace lentement sur une banquise très lâche, ce qui est naturel pendant la période de l'été. Alors ces symboles du monde polaire sont interrogés de façon de plus en plus alarmante. Le réchauffement du climat y est-il plus rapide, plus important que dans le reste du monde? Est-ce que l'Arctique pourrait devenir, comme je l'ai lu dans un journal, un nouveau Moyen-Orient pour l'énergie? Le Groenland peut-il devenir indépendant? Eh bien, ce sont toutes ces questions que je voudrais aborder aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de l'Arctique? Voici le pôle Nord vu de l'espace. Arctique, cela vient du grec arctos, qui signifie ours, par référence à la petite ours avec son étoile polaire que l'on voit ici, à la verticale du pôle Nord géographique, à ne pas confondre avec le pôle Nord magnétique, qui lui est mobile. Eh bien, tout le monde n'a pas les mêmes critères pour définir l'Arctique. Pour le géographe, la zone arctique commence au cercle polaire, situé à environ 2600 km du pôle Nord. Ce cercle correspond à la limite à partir de laquelle le Soleil ne se couche pas lors du solstice d'été, le 21 juin, et ne se lève plus au solstice d'hiver, le 21 décembre. Pour un météorologue, ce sera la ligne isotherme des 10 degrés, car c'est cette variation de température qui décide de la variation de la flore. 10 degrés, c'est la différence entre la taïga, où poussent les conifères, et la toundra, où il n'y a que des mousses, des lichens, de l'herbe. Cette ligne isotherme convient aussi aux biologistes, car avec ce changement de végétation vient le changement des écosystèmes et la présence de la faune arctique, ours polaires, renards, loups, sternes. Et enfin, pour celui qui étudie les sols, le pédologue, le critère, c'est le sol qui reste gelé tout au long de l'année, c'est ce que l'on appelle le pergélisol. Voilà donc, de diverses manières, comment on peut définir la région de l'Arctique. 6 États sont riverains de cette zone: le Canada, les États-Unis, avec l'Alaska, la Russie, la Norvège, par sa côte nord et sa souveraineté sur l'archipel du Svalbard, l'Islande et le Groenland, qui est sous souveraineté danoise. Leurs côtes sont baignées par l'océan glacial arctique, donc pas de continent au nord de l'hémisphère nord. Non, c'est un océan. Et tout au long de l'année, cet océan est couvert par la banquise. La banquise, c'est la mer qui gèle. Et quand la banquise fond, cela ne change pas le niveau de la mer, un peu comme un glaçon dans un verre. Alors que les icebergs sont des gros morceaux de glace qui se détachent des glaciers venant des calottes polaires, donc formés d'eau douce. Quand fondent les icebergs, le niveau de la mer monte. Donc il ne faut pas confondre banquise et iceberg. Eh bien, dans cette région du monde, les choses ont cessé d'être stables du fait du réchauffement du climat de la planète. Sur la carte que vous voyez ici, on voit l'extension de la banquise au mois d'août 2012,
Et puis, voici maintenant cette même extension en 1980. Eh bien, depuis une vingtaine d'années, la banquise ne cesse de diminuer en épaisseur, en durée de présence, en superficie. Le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, estime que lorsqu'on évoque une hausse des températures de 2 degrés sous nos latitudes tempérées, au pôle, le réchauffement serait de 4 à 5 degrés à l'horizon 2050. Eh bien, je crois qu'on ne mesure pas très bien les conséquences de ces quelques degrés de différence. Ce changement, il a d'ores et déjà entraîné plusieurs modifications. Dans le mode de chasse des ours, qui trouvent moins de phoques comme proie, dans le mode de déplacement des communautés pour se rendre de village en village, mais aussi dans la faune marine présente dans l'océan Arctique. Et même dans la vision que l'on a de cette région arctique. On est passé d'une vision de désert de glace sanctuarisé puis d'exploration à une vision utilitariste. On le comprend, l'Arctique était un peu à la périphérie du monde, et bien cette région devient maintenant centrale. Du fait de l'accessibilité nouvelle permise par ce réchauffement, de nouvelles technologies pour l'extraction, de la forte demande d'énergie venant d'Asie, on change en effet de vision. Toutes zones pouvant contenir des gisements miniers, gaziers, pétroliers sont désormais explorées. Alors justement, que sait-on de l'état des ressources dans l'Arctique? Faisons le tour des États riverains en commençant par le Canada. Au Canada, au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest, on a une multiplication des indices géologiques de kimberlite, cette roche qui renferme des filons diamantifères. Et l'on trouve des zones diamantifères sur l'île d'Ellesmere, sur l'île de Melville, sur celle de Somerset. On trouve des gisements d'hydrocarbures sur l'île de Cameron, sur l'île d'Ellesmere, sur l'île de Melville, mais aussi en mer de Beaufort, sur le delta de Mackenzie, et enfin, au nord de la terre de Baffin, des ressources en plomb, en argent, en zinc, en or, en cuivre. L'Alaska américain, maintenant, où l'on exploite depuis longtemps le pétrole, notamment le gisement de Prudhoe Bay, qui est l'un des plus importants des États-Unis. Et cette exploitation pétrolière représente un fort risque environnemental. Voici d'ailleurs la zone dite 1002 qui vient d'être autorisée à l'exploitation. Elle se trouve dans la Réserve naturelle nationale de l'Arctique, la NWR selon l'acronyme anglais. C'est une aire en principe protégée, car là vit l'un des plus gros troupeaux de caribous au monde. En Russie, dans la zone arctique, on trouve notamment de l'or, de l'étain, du cuivre, du nickel, du diamant. À l'est de la mer de Barents, il y a l'immense champ gazier de Stockman, qui voit s'associer le russe Gazprom, le norvégien Statoil et le français Total. Pour explorer la mer de Kara, au large de la péninsule de Yamal, Rosneft, qui est la plus grande compagnie pétrolière publique russe, a conclu plusieurs accords, notamment avec l'italien Eni, le britannique BP et le géant américain ExxonMobil. Eh bien, on a observé que Exxon avait, en 2014, déplacé une plateforme de forage située au large de la Norvège vers la mer de Kara. Or, ce déplacement s'opère après et en dépit des sanctions économiques décidées par le gouvernement américain et l'Union européenne contre la Russie du fait de la guerre en Ukraine. Au nord de l'Europe, la Norvège a accordé en janvier 2012 26 permis de forêt en mer de Barents, en mer de Norvège et en mer du Nord à la recherche de gaz et de pétrole. Et c'est précisément par le biais de la Norvège que la Chine, qui n'est pas à proprement parler un riverain de l'Arctique, a mis un premier pied dans la région. Sur l'île norvégienne du Spitsberg, à Ny-Ålesund, Pékin a ouvert dès 2004 un laboratoire de recherche, Fleuve jaune. Mais c'est avec l'Islande que la Chine a poussé plus loin ces dernières années divers accords de coopération, accords bilatéraux de libre-échange, accords sur la géothermie et sur les sciences marines. En janvier 2014, dans la zone de Dreki, la China National Oil Corporation a conclu un partenariat avec la compagnie islandaise Aecon pour l'exploitation de gisements de gaz et de pétrole. Maintenant, allons au Groenland. L'île est sous souveraineté danoise, mais elle est dotée d'une large autonomie de gestion. Dans la zone du détroit de Davis, entre la terre de Baffin canadienne et la côte ouest du Groenland, le gouvernement a concédé de nombreux permis en offshore
pour chercher du pétrole et du gaz à des compagnies canadiennes, norvégiennes, danoises, américaines, françaises, écossaises. À terre, le nombre de licences d'exploration a été multiplié par 4 depuis 2001 pour rechercher du plomb, du zinc, du cuivre, mais aussi de l'or, du titane, des diamants. Fin 2013, le gouvernement groenlandais a signé un permis d'exploitation d'un gisement de minerai de fer à 150 km au nord-est de la capitale, Nuuk. Le sous-sol groenlandais recèlerait entre 12 et 25% des réserves mondiales de terres rares, ce qui en ferait un concurrent potentiel pour la Chine. On peut citer notamment le gisement de Kvanefjeld, au sud du Groenland, qui pourrait devenir l'une des plus grandes mines de terres rares au monde. Mais ce gisement contient également de l'uranium, un produit dérivé de ces mêmes terres rares. Or, jusqu'en octobre 2013, il était interdit d'extraire de l'uranium au Groenland. Mais le Parlement groenlandais a autorisé son extraction par 15 voix contre 14, et d'ailleurs contre l'avis du Parlement danois. Autre conséquence directement liée à la fonte des glaces de mer et de la position de l'Arctique sur le globe terrestre, l'ouverture, à terme, de nouvelles voies maritimes. Le passage du nord-ouest au large du Canada, le passage du nord-est au large de la Russie, et une route nommée Pont Arctique allant des côtes russes aux côtes canadiennes et vice-versa. Aujourd'hui, pour aller de l'Europe vers l'Asie, entre Londres et Yokohama, le trajet est de 23 300 km en passant par le canal de Panama et de 21 200 km en passant par le canal de Suez. Eh bien, on passe à 14 000 en passant par le passage du nord-est et à 16 000 par le passage du nord-ouest. D'où pour les compagnies, gain de temps, gain de fuel, donc baisse du coût des équipages et peut-être même baisse des primes d'assurance. On estime que dans 25 ans, le trafic pourrait représenter plusieurs milliers de navires par an. Alors pour le US Geological Survey, cette région de l'Arctique renfermerait environ 10% des réserves de pétrole, peut-être 30% des réserves de gaz. Alors ces chiffres ne sont que des estimations, mais ils ont marqué les esprits et ont engendré cette fièvre exploratrice que l'on voit maintenant dans l'Arctique. Quoi qu'il en soit, si ce potentiel minier se confirme, il entraînera évidemment un trafic maritime beaucoup plus important. Donc il faudra prévoir des navires à coque renforcée, des navires accompagnés par des brise-glaces, ne serait-ce que pour rassurer les assureurs. On se souvient de la pollution majeure entraînée par le Exxon Valdez au large de l'Alaska en 1989. Mais quoi qu'il en soit, cette région libère des icebergs tabulaires absolument gigantesques, entraînant des sauvetages complexes, coûteux et extrêmement compliqués à monter. Et donc on peut toujours essayer de réfléchir à ce que pèserait une plateforme offshore devant un iceberg dérivant. Le dessous des cartes de l'Arctique, Jean-Christophe Victor, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, bien sûr, sur Arte. Jean-Christophe qui nous a brutalement quittés le 28 décembre dernier. Un immense merci, Virginie Resson, dans ce contexte, d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour ce numéro spécial. Jean-Christophe, bien sûr, l'homme qui partageait votre vie, le père de vos 3 enfants. Et puis vous aviez autre chose, bien sûr, j'allais dire presque avant tout en commun, c'était l'amour de la géographie et de la géopolitique. Vous êtes en la matière vous-même une experte reconnue. Et j'ai presque envie de dire que vous avez eu un 4e bébé ensemble, c'était le LEPAC. Racontez-nous ce laboratoire, est-ce que ça veut dire? Historiquement, c'est même le premier d'ailleurs. Donc le LEPAC, ça veut dire Laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique. Donc c'est un laboratoire privé, indépendant, de recherche sur les questions géopolitiques et prospectives, et qu'on a voulu, dès le départ, complètement privé, pour garder toute indépendance politique. Voilà, et il y a une équipe de recherche qui travaille avec nous depuis maintenant aussi longtemps que le dessous des cartes. Alors tous les gens qu'on a écoutés, appelés pour préparer cette émission, ils soulignent la double dimension de Jean-Christophe, c'est-à-dire à la fois une rigueur intellectuelle parfaite et en même temps une vision du monde qui lui était complètement propre. Alors je me suis laissé dire, et vous allez me confirmer ou pas cette anecdote, que
lorsqu'au LEPAC vous planchiez comme ça sur un pays ou une région du monde, la première question que Jean-Christophe voulait que vous vous posiez, c'était « Et là-bas, qu'est-ce qu'on mange ?» Je me souviens très bien de la première fois où il a utilisé cette formule, c'était à propos de l'Asie, puisque... qui était vraiment voilà. sa région de Mais cœur. dans l'idée de beaucoup de gens, tout le monde mange du riz en Asie, ce qui n'est pas le cas. Il y a la civilisation du riz, mais qui ne coïncide pas forcément avec la civilisation asiatique. Et en fait, ça correspond à ce besoin d'aller sur le terrain, à ce besoin de faire rejoindre la géographie avec l'homme, avec sa culture, avec sa civilisation. Et s'il y a une chose qui précédait toute la pensée de Jean-Christophe, c'est le voyage. Ouais. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé. On a énormément voyagé ensemble. Et le regard qu'on pouvait poser sur les pays, les problématiques, il était imprégné de ces voyages. C'était fondamental, autant que les livres. Est-ce que d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il était agacé par tous ces grands professeurs ou spécialistes de géopolitique qui partent d'un monde qu'ils ne vont pas explorer eux-mêmes ? Agacé, je pense pas, parce que c'était pas quelqu'un qui s'agaçait facilement, il jugeait pas. Maintenant, il pouvait pas imaginer qu'on fasse autrement. On partageait ce goût pour le terrain et on emmenait nos enfants aussi d'ailleurs sur le terrain. C'est quelque chose de très important, c'est d'aller rencontrer les gens. L'autre, et Jean-Christophe a toujours pensé que la richesse et la différence était la richesse. Et donc cette altérité, il fallait la rencontrer et parler des Érythréens, parler des Inuits, c'était d'abord parler de cette altérité et de ce qu'ils apportaient à l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui était très fort. C'était l'ethnologie plus la géopolitique. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez créé une nouvelle génération de chercheurs avec ce laboratoire, et même de journalistes, puisque je crois certains qui ont travaillé avec vous ensuite sont devenus journalistes? On a formé des gens à cette méthodologie-là, qui est donc pluridisciplinaire, transversale, changer d'échelle dans le temps, changer d'échelle géographique, lier l'histoire au futur. Voilà, c'est faire les liens, faire les liens, faire les liens. C'était son expression, ça, faire les liens, interliguer l'intelligence. Merci beaucoup, Virginie Resson. L'aventure et le voyage continuent toujours d'une autre manière. Merci à vous. Alors, on l'a dit, Jean-Christophe ne courait jamais derrière l'actu. Son créneau, c'était au contraire son créneau de refuser le prisme médiatique, de prendre de la hauteur, de penser le temps long, de penser global. Alors, un exemple parfait, justement, avec ce numéro, parmi d'autres, du dessous des cartes consacrées au mur, au moment où les médias ne parlaient que du fameux mur américain de Donald Trump avec le Mexique. Jean-Christophe, lui, il avait choisi de regarder tous les murs de la planète, de la Cisjordanie au Cachemire, du Botswana à Calais. Regardez de façon globale un fait méconnu, les murs n'ont pas disparu avec la guerre froide. Souvenez-vous, c'est utile. Le mur de Berlin a séparé un même peuple pendant presque 30 ans, traduisant au sol la division du monde en deux blocs idéologiques opposés. Et avec sa chute en 1989, tout le monde ou presque a pensé que l'on allait vers plus de compréhension, j'allais dire plus de douceur. Or, on constate que plus notre monde est globalisé par les traités de libre-échange, par l'Internet qui lève les obstacles à la communication, plus les murs, les barrières, les clôtures sont dressés comme autant de réaffirmation des frontières nationales. Alors pourquoi ? Où est le malaise? Et ensuite, à quoi servent exactement les murs au XXIe siècle? On compte aujourd'hui 70 murs dans le monde, qu'ils soient construits ou planifiés. Ils s'étendent sur 26 000 km linéaires, soit 10% du total des frontières terrestres. Alors par mur, on entend une barrière non mobile aux fondations maçonnées. Ce sont parfois de véritables murs, comme celui construit par Israël en Cisjordanie, ou des clôtures de sécurité, comme celle construite par l'Inde au Cachemire, toujours en litige avec le Pakistan, mais aussi des frontières grillagées, comme celle érigée par le Botswana à sa frontière avec le Zimbabwe. On peut repérer aussi sur la carte le mur le plus ancien qui sépare les deux Corées depuis 1953, le mur le plus moderne, qui est le mur électronique que l'Arabie saoudite est en train de construire sur sa frontière avec l'Irak, mais aussi le plus singulier, la digue de sable érigée par le Maroc à travers le Sahara occidental. Alors regardez ce graphique, il montre bien l'évolution du nombre de murs dans le monde depuis 1989. Il y a aujourd'hui 5 fois plus de murs qu'au moment de la chute du mur de Berlin, nos données étant celles d'Elisabeth Vallet de l'Université du Québec à Montréal. Alors on voit sur le graphique que leur nombre a stagné après 1989, puis que le rythme de construction s'est accéléré après le 11 septembre 2001
et plus encore après 2010. Alors, à quoi servent les murs construits au XXIe siècle? Commençons par celui qui sépare l'Inde du Bangladesh. Il couvrirait entre 2700 et 3200 km, ce qui en fait le mur le plus long du monde. Il a été commencé dans les années 80 et achevé en 2010. Il a été construit sur une frontière complexe. D'une part, elle divise le groupe linguistique du bengali et elle est basée sur la religion. Et d'autre part, elle n'est pas fixe à cause du Gange et du Brahmapoutre qui la traverse. Mais alors pourquoi l'Inde a-t-elle presque totalement fermé sa frontière avec le Bangladesh? D'abord pour lutter contre l'immigration illégale, car les migrants bangladais fuient la pauvreté, mais aussi la plus grande densité de population du monde, et ceci pour aller travailler chez le grand voisin indien. Deuxième raison, l'Inde cherche à se protéger. Dans un premier temps, des infiltrations de rebelles séparatistes dans les États du nord-est de l'Inde, et aujourd'hui pour lutter contre la menace djihadiste. Et puis troisième raison, les trafics de drogue, d'êtres humains et la contrebande. Autrement dit, l'Inde veut renforcer la sécurité intérieure du pays. Ce mur, qui fait plus de 200 morts par an, paraît infranchissable, et pourtant on y trouve l'un des postes frontières les plus importants d'Asie, Petrapol, où passent 1200 personnes par jour, et dans les faits, la contrebande reste tolérée. Ce mur représente surtout un autre type de séparation, car il divise des populations au niveau de vie très différent. Si on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat par habitant en 2015, il est de près de 6 200 $ pour l'Inde, contre la moitié, soit 3 600 $ pour le Bangladesh. Quel est l'avenir pour ce mur? Eh bien, il pourrait en fait accroître les tensions entre les deux pays du fait du changement climatique. Vous voyez sur la carte où pourrait se situer la nouvelle ligne de côte vers la fin du XXIe siècle, après une montée des eaux d'environ 1 mètre. 1/5 du territoire bangladais pourrait être inondé. Et suivant les diverses estimations, entre 2025 et 2050, 14% des Bangladais pourraient devenir des réfugiés climatiques, lesquels seront condamnés à se déplacer vers l'intérieur du territoire. Deuxième exemple maintenant, en changeant de continent. Voici la frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique. Elle a été renforcée à partir des années 90, puis en 2006, George Bush Jr. fait adopter un projet de loi visant à construire un mur sur 1200 km pour lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue, l'immigration irrégulière, et aujourd'hui, il couvre 2500 km sur les 3200 km de frontières. Comme le mur indien, le mur américain apparaît infranchissable, faisant entre 300 et 500 morts par an. Là aussi, sa fonction est plus de contrôler l'immigration que d'y mettre fin. Tijuana est d'ailleurs le poste frontière le plus fréquenté du monde, avec 300 000 personnes qui y passent chaque jour. Et ici aussi, il sépare des populations au niveau de vie différent, avec un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat de 55 800 $ pour les États-Unis en 2015, contre 17 500 $ pour le Mexique. Et ce mur est revenu sur le devant de la scène politique américaine lorsque Donald Trump en a fait une de ses mesures phares en proposant de construire un mur pour clôturer totalement la frontière. Et il a même souhaité faire payer le Mexique pour sa construction. Mais avant de vouloir répondre à une supposée arrivée massive de clandestins mexicains, Trump devrait être un peu honnête avec les chiffres de l'immigration, car si on prend l'évolution du nombre de Mexicains tentant de franchir la frontière illégalement depuis 2000, on voit qu'il est passé de 1 600 000 en 2000 à 230 000 en 2014, soit une diminution de 85%. Alors une telle diminution s'explique en partie par la présence du mur, mais surtout par l'amélioration du niveau de vie dans le nord du Mexique. Et puis, ce mur, de plus, ne fait que dévier les routes de migration. Dans un premier temps, la fermeture progressive de la frontière en Californie a conduit au déplacement des flux migratoires vers l'est, vers le désert de l'Arizona. Puis la progression du mur les a déplacés plus encore vers l'est. Et aujourd'hui, le mur couvre la quasi-totalité de la frontière, sauf 2 sections au Texas, là où le Rio Grande forme un rempart naturel. Troisième et dernier exemple, cette fois-ci, chez nous. Dans l'Union européenne, les murs se sont mis à repousser, et là aussi ne font que déplacer les routes migratoires. Aujourd'hui, c'est à ces marges
que l'on construit le plus de barrières. Voici l'espace Schengen, qui réunit 26 États. Entre ces États, c'est le principe de libre circulation des personnes, les contrôles ne se faisant plus qu'aux frontières extérieures. Eh bien, c'est précisément sur ces frontières extérieures que plusieurs barrières ont été construites depuis 2011, notamment au sud-est de l'Europe pour contrôler les flux de migrants, notamment venant de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Érythrée. Il y a tout d'abord la barrière construite par la Grèce, au nord de sa frontière avec la Turquie, face à la ville turque d'Edirne. Elle fait 12,5 km de long. Ensuite, il y a la barrière construite par la Bulgarie, à l'ouest de sa frontière avec la Turquie. Elle fait 30 km de long. Et les autorités bulgares ont annoncé son prolongement sur 130 km à travers les territoires des 3 régions frontalières de la Turquie. Et puis il y a la clôture érigée par la Macédoine à sa frontière avec la Grèce, de part et d'autre du poste frontière grec d'Idoménie. À terme, elle s'étendra sur 37 km. Plus au nord, maintenant, il y a celle construite par la Hongrie de Viktor Orban sur la totalité de sa frontière avec la Serbie, sur 170 km, mais aussi celle qu'Orban a fait construire sur la frontière avec la Croatie. Elle court sur 40 km, tandis que la rivière Drave forme une barrière naturelle sur le reste de la frontière. Et on voit bien sur la carte que cette barrière sépare 2 pays membres de l'Union européenne, la Hongrie étant dans Schengen, en bleu clair, tandis que la Croatie n'y est pas, en bleu foncé. On a un cas de figure identique avec la Hongrie, qui prévoit de construire une barrière à sa frontière avec la Roumanie, ainsi qu'avec la Slovénie, qui construit une barrière à sa frontière avec la Croatie. Voilà donc toutes ces barrières érigées récemment sur les frontières extérieures de l'espace Schengen, et parfois même entre 2 pays qui appartiennent à l'Union européenne. Et de plus, il y a un État qui érige des barrières au sein même de l'espace Schengen, c'est l'Autriche. On voit que tous ses voisins appartiennent à Schengen. Eh bien, cela n'a pas empêché Vienne de construire une clôture de 3,5 km sur sa frontière avec la Slovénie, de part et d'autre du poste frontière de Spielfeld, qui est la porte d'entrée de l'Autriche sur la route des Balkans. Et l'Autriche envisage de construire une clôture de 370 mètres sur sa frontière avec l'Italie, au col du Brenner, qui est l'un des principaux points de passage entre le sud et le nord des Alpes, ce qui est totalement contraire au principe de libre circulation au sein des pays Schengen. Et puis enfin, que dire des clôtures autour de Calais, avec une 40aine de kilomètres érigés par les autorités françaises, britanniques, Eurotunnel, la SNCF, pour empêcher les migrants d'accéder au port et au tunnel. Les murs ne servent à rien et en plus ils coûtent cher. L'Europe aura bientôt plus de barrières à ses frontières qu'elle n'en avait du temps de la guerre froide. Songez qu'en Bulgarie, qui a connu le rideau de fer pendant cette période, pour empêcher les citoyens bulgares de sortir, eh bien aujourd'hui les autorités construisent un mur pour empêcher quiconque de rentrer dans le pays. Sauf que la crise des migrants ne se réglera pas en dressant des barrières. Elles ne peuvent pas endiguer les flux migratoires, juste les canaliser vers des points de passage. Ce ne sont pas les barrières qui font baisser le nombre de demandeurs d'asile, mais les solutions aux inégalités et en mettant un terme aux guerres, car ce sont ces 2 éléments que fuient les migrants ou les réfugiés. Il faut que les pays européens qui érigent des clôtures sachent bien que le nombre de migrants, de demandeurs d'asile qui traversent la Méditerranée ne va pas se tarir. Les nouveaux murs ne prétendent pas être des solutions, ce sont simplement des réponses, des démonstrations de souveraineté nationale pour rassurer les opinions publiques. Le dessous des cartes et les murs du monde, version 2016. Merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir accepté de témoigner, de nous parler de lui aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on réagisse un petit peu à ce numéro qu'on vient de revoir avec vous. Dans ce numéro, comme toujours avec Jean-Christophe, il y a comme ça une sorte de parfaite démonstration qui se tient de bout en bout. La guerre froide est finie, mais pour autant, il y a toujours des murs, il y en a même encore plus. Ça coûte cher, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait toujours un message politique. La géopolitique, il y a la politique aussi toujours dedans. D'abord, je suis très touché et ému quand on m'a demandé d'apporter mon témoignage, parce que sa disparition brusque est un vrai choc, c'est une vraie perte, à mon avis, sur beaucoup de plans.
Ces émissions étaient des modèles extraordinaires d'intelligence et de compréhension, de décryptage du monde, alors que beaucoup de gens sont un peu perdus, un peu inquiets par rapport à ça. Et il y a un mélange chez lui qui était passionnant, je trouve, vous venez de mettre le doigt dessus, c'est que une capacité à expliquer, à décrire les enchaînements. Alors il y a un mélange d'histoire, de géographie, et l'image, la conception de l'émission était remarquable, une sorte de dynamisme qui éclaire l'esprit sur ce qui s'est passé, et un engagement. Sur l'engagement, on peut discuter. Par exemple, moi, avec mon expérience du pouvoir, les 19 années, le ministère des Affaires étrangères, je suis moins étonné que les populations veuillent des murs parce qu'il y a un besoin de protection. C'est peut-être idiot, mais enfin, il y a un besoin comme ça. C'est-à-dire que lui le déplore, pas vous. Bon. Il le déplore, moi je le constate. Mais chez lui, c'était pas un engagement comme ça théorique ou idéologique. C'était appuyé sur une connaissance qu'on aimerait voir irriguée. C'était d'une très grande rigueur intellectuelle, tout simplement. Rigueur, compétence, clarification, et on aimerait que l'ensemble des systèmes médiatiques mondiaux apportent ça à l'ensemble de la population avant de donner une opinion sur quoi que ce soit. Jean-Christophe Victor, il disait on ne peut pas être tout le temps géopolitiquement correct. Oui, alors ça dépend, ça dépend à quoi on l'applique. On pourrait dire en tout cas que la vision du monde qu'ont développé les Occidentaux depuis la fin de la guerre froide est une vision sympathique, idéaliste, théorique, chimérique, et que ça ne marche pas. Et que le monde réel continue à sa façon, et il risque de continuer sans nous si on n'est pas assez réaliste. Donc la formule me plaît, mais bon, j'aurais été content de discuter, j'aurais été content d'en parler avec lui. Mais retenons, il avait un talent, et puis il y a sa personne, son visage, le regard, la voix. Alors vous avez une histoire un peu personnelle avec lui qui renvoie, je crois, à vos pères, le vôtre et le sien. Premier souvenir, le premier livre qu'on m'ait dédicacé dans ma vie, c'est Apoutsiak. Vous savez l'histoire du petit Esquimau, dessiné par son père, et qui racontait, c'était inspiré de l'expédition avant-guerre au Groenland. Et je l'ai lu alors que j'avais 3 ans. Deuxième souvenir, c'est que quand, en tant que ministre, j'étais invité par mon homologue danois à aller au Groenland, je l'ai invité. Et on était ensemble sur le site de la cabane au Groenland, d'où était parti son père. Ouais. On était à l'endroit d'où il était parti pour faire la traversée de la partie ouest de la calotte glaciaire du Groenland à la partie est. C'est un très très beau souvenir que nous avions en commun et dont nous parlions à chaque fois que nous rencontrions à nouveau. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'être venu nous raconter cette histoire-là. Je ne sais pas si vous allez de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais nous, ce qui nous frappe depuis la disparition de Jean-Christophe le 28 décembre dernier, c'est de lire, c'est de voir sur Twitter notamment tous ces témoignages de jeunes qui déplorent la disparition d'un formidable, d'un excellent prof de géo. En témoignent aussi ces quelques réactions recueillies à l'INALCO, l'école des langues eaux à Paris. Ce qui était bien, c'était ce côté recontextualisation des enjeux. La carte permettait de savoir de quoi on parlait en termes visuels, donc le message passait bien. Et les explications permettaient de fixer des connaissances et cet apport théorique. Donc c'était vraiment ce côté complémentaire de l'explication et de la carte qui rendait cette émission vraiment très intéressante et instructive. On sentait qu'il aimait qu'il aimait transmettre son savoir. Et il n'y avait pas forcément le côté un peu magistral d'un cours. Sous l'apparence d'une émission géopolitique, il y a une très grande interdisciplinarité en fait. Donc avec beaucoup d'anthropologie, d'histoire, de civilisation, de culture également, de sciences politiques en fait. Et c'est vraiment ce que je trouve très très intéressant dans le dessous des cartes aussi. Et le fait que ce soit rendu sur des cartes, c'est vraiment... ça montre vraiment une cohésion entre les différents champs académiques, les disciplines qui sont abordées toujours de manière très simple, mais pas simpliste, mais simple, par Jean-Christophe Victor dans son émission. Et puis la durée aussi, parce qu'en 12 minutes, c'est quand même 10-12 minutes, c'est quand même un défi de faire quelque chose d'aussi complet sur un temps aussi court. Et ça aussi, ça faisait que c'était pratique à regarder. Je sais que quand on a appris son décès, on a été plusieurs à être assez touchés, parce que c'est vrai que parmi nous, ça a créé un peu d'évocation et on continuait à se référer à son émission. Et c'est vrai que quand il est venu faire une conférence ici, on était tous assez fiers quand même de notre fac et de cette conférence, de cet événement. Et oui, ça a créé, oui, on est pas mal à être vraiment un peu triste, quoi. Évidemment, le dessous des cartes, il faut que ça continue.
Voilà, Jean-Christophe Victor était un homme qui savait transmettre d'abord et avant tout avec son immense rigueur cartographique dans un monde dominé par le prisme médiatique, par le buzz, par les fausses informations. Lui aimait le caractère intangible et irréfutable des cartes. Alors, quand toute une génération s'est mise à regarder le monde à travers Google Maps, son sang n'a fait qu'un tour. En témoigne ce numéro mémorable du dessous des cartes. Attention, Google vous ment. Tout le monde connaît le service de cartographie par satellite, Google Maps, localisation de villes, de quartiers, calcul d'itinéraires, navigation virtuelle dans les rues. Et ce système de cartographie numérique est utilisé maintenant dans le monde entier, alors que pendant des siècles, les cartes ont été liées au papier et diffusées uniquement pour des territoires et des pouvoirs bien précis. Alors quel est le lien entre ce service en ligne, lié à la géolocalisation, et la géopolitique? Eh bien, vous allez le comprendre avec les quelques exemples que nous allons vous donner. L'Américain Google a lancé son service de cartographie en 2005 et une décennie plus tard, c'est le système de cartographie le plus utilisé au monde. Et le jeu d'équilibre de Google consiste à tracer des frontières sans froisser personne. Alors prenons plusieurs exemples. Voici une carte Google représentant la frontière entre l'Inde et la Chine. On repère deux zones où les frontières sont représentées avec des lignes discontinues, ce qui marque des frontières contestées. D'une part à l'est en Arunachal Pradesh et d'autre part à l'ouest au Cachemire. Allons voir de plus près en commençant par l'Arunachal Pradesh, que l'on voit ici sur la version cartographique internationale. Dans les faits, ce territoire est administré par l'Inde depuis la fin de la colonisation britannique en 1947 et revendiqué par la Chine. Voici maintenant la version indienne de Google Maps. On voit que l'Arunachal Pradesh est intégré en totalité au territoire indien avec une ligne continue. Et voici maintenant la version chinoise. Là, l'Arunachal Pradesh est intégré sans ambiguïté au territoire chinois dans la région autonome du Tibet. On a donc trois versions, une version internationale et deux versions nationales. Il en est de même à l'ouest de la frontière sino-indienne, cette fois au Cachemire. Sur la version internationale, voici la ligne de cessez-le-feu instaurée par les Nations Unies en 1949, à l'issue de la première guerre indo-pakistanaise. Elle n'a jamais fait l'objet d'un accord entre les deux États. Voici la partie occupée par le Pakistan, celle occupée par l'Inde, et il y a également les trois territoires contrôlés par la Chine depuis les années 50 et 60. Or, on voit ici, dans la version indienne de Google Maps, que la totalité du territoire du Cachemire est intégrée au territoire indien. La ligne continue montre une frontière internationale incontestée, et il n'y a aucune mention de la ligne de cessez-le-feu, devenue ligne de contrôle. Maintenant, dans la version chinoise, on voit que les trois territoires contrôlés par la Chine sont intégrés au territoire chinois. La ligne continue montre là aussi une frontière internationale incontestée, tandis que les autres frontières sont montrées comme contestées. Enfin, troisième acteur, il y a le Pakistan. Et là, il n'y a pas de version locale de Google Maps, on utilise la version internationale. Donc reprenons. Selon le lieu depuis lequel on se connecte, Google Maps représente les frontières de manière différente. Google se dit contraint, dans les États où la firme est présente, de suivre les lois locales sur la représentation des frontières, car la multinationale pourrait être tenue responsable devant les tribunaux locaux. Car de fait, en Chine, dont vous voyez ici la nouvelle carte officielle publiée en 2014, et en Inde, dont vous voyez ici une carte électorale, la loi interdit de publier des cartes qui ne soient pas en adéquation avec les représentations nationales des frontières. Mais surtout, la Chine, comme l'Inde, représente une importante opportunité de croissance pour Google. En Chine, où l'on compte 700 millions d'internautes, le marché des services de cartographie en ligne est largement dominé par des entreprises chinoises, notamment Baidu. Quant à l'Inde, avec 400 millions d'internautes, elle est devenue le deuxième pays en nombre d'utilisateurs d'Internet, derrière la Chine et devant les États-Unis. Donc ce sont là de gros marchés desquels Google ne veut pas se couper. Rappelez-vous, en 2010, Google avait relocalisé son moteur de recherche à Hong Kong
pour contourner la censure de Beijing, mais la firme californienne a conservé un site de cartes indépendant pour les utilisateurs chinois qui opère à l'intérieur du Great Firewall, c'est-à-dire ce grand pare-feu permettant à la Chine de contrôler Internet. Récemment, d'ailleurs, Beijing a encore durci ses lois sur la cartographie numérique dans un contexte de tensions intensifiées avec ses voisins en mer de Chine méridionale et d'élections démocratiques à Taïwan. Eh bien justement, allons voir dans cette zone où l'on trouve là aussi des différences entre la version internationale, ici à gauche, et la version chinoise, ici à droite. On repère d'abord Taïwan, montré comme un État souverain dans la version internationale, mais qui n'est plus qu'une simple province dans la version chinoise. On repère ensuite sur la version internationale en mer de Chine méridionale les îles Paracel et les îles Spratly. Les Paracels sont contrôlées par la Chine, mais elles sont revendiquées par le Vietnam et par Taïwan, tandis que les Spratly sont revendiquées par presque tous les États riverains de la mer de Chine méridionale. Dans la version chinoise, les îles apparaissent sous leur nom chinois, respectivement Xisha et Nansha. On voit une ligne composée de tirets, dessinant la revendication de Beijing sur presque toute la mer de Chine méridionale, et laissant penser que le pays en a de facto le contrôle. Donc, dans les États où des lois régissent le tracé des frontières nationales, Google laisse les gouvernements juger de ce que leurs citoyens doivent voir. Mais dans les États où la firme n'est pas contrainte légalement, est-ce qu'elle modifie également sa version internationale? Allons voir maintenant du côté de la Crimée. Dans la version internationale, cette péninsule de la mer Noire est séparée par une ligne discontinue de l'Ukraine, ce qui montre un litige avec la Russie autour de son statut. Rappelons les faits, en février 2014, le renversement du président ukrainien, perçu comme un coup d'État en Russie, a provoqué une rupture entre Moscou et Kiev. Puis, après un référendum contesté, la Russie a entériné le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, ce qui a été perçu comme une annexion par la communauté internationale qui conteste la décision. Alors, quelle carte de la Crimée trouve-t-on sur Google Maps? Pour les utilisateurs ukrainiens, elle est toujours incorporée au territoire ukrainien. Pour les utilisateurs russes, par contre, une ligne continue montre une frontière internationale incontestée entre la Crimée et l'Ukraine. Le rattachement de la péninsule à la Russie est donc entériné sans ambiguïté, comme sur les cartes officielles russes, notamment sur la carte administrative que vous voyez ici. Eh bien pourtant, aucune loi contraignante ne régit le tracé des frontières en Russie. Alors, est-ce que Google a été au devant des exigences de Moscou, ou bien la firme cherche-t-elle à éviter un boycott des utilisateurs russes qui soutiennent l'annexion? Eh bien, voyons comment procède l'un des concurrents de Google Maps. Ici, pas de sécession sur Bing Maps, comme vous pouvez le voir sur la version russe du service de Microsoft. La frontière apparaît toujours clairement entre la Russie et la Crimée. Bing Maps déclare suivre les frontières telles qu'elles sont établies par la Cour internationale de justice ou les Nations unies. Or, les Nations unies ont voté une résolution rappelant leur attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Autre point sur lequel Google Maps ne suit pas les préconisations des Nations unies, le golfe Persique. Sur la version internationale de Google Maps utilisée en Iran, on a golfe Persique, c'est cette appellation qui a été entérinée par les Nations unies en tant que standard légal international. Mais lorsque l'on zoome sur la région, on a golfe arabique qui apparaît entre parenthèses. Et quand les utilisateurs se connectent à partir des États arabes du Golfe, comme ici des Émirats arabes unis, c'est seulement golfe arabique qui apparaît. Les monarchies du Golfe défendent cette expression depuis les années 60-70, tandis que l'Iran considère à juste titre que golfe Persique est le toponyme historique. Enfin, pour finir, revenons sur un conflit qui a montré l'impact de Google Maps sur les relations internationales. Car si un service de cartographie en ligne a la capacité de heurter les représentations nationales, il a aussi la capacité de les conforter. Voici en Amérique centrale le Nicaragua et le Costa Rica.
À l'est de leur frontière commune, un différend oppose les deux États autour de l'embouchure du fleuve San Juan, qui définit la limite entre leurs deux territoires. Nicaragua et Costa Rica revendiquent l'Isla Portillos depuis le XIXe siècle. Alors le conflit a ressurgi en 2010 du fait d'une erreur de représentation sur Google Maps. La pointe de l'île, jusque-là attribuée au Costa Rica, était passée de l'autre côté de la frontière. L'armée nicaraguayenne en a profité pour y stationner des troupes. La carte de Google Maps a alors été prise à témoin pour justifier une opération militaire, laquelle n'a pas conduit pour autant à un affrontement. Et en 2011, Google a rectifié officiellement le tracé de la frontière en faveur du Costa Rica. Et fin 2015, la Cour internationale de justice a conclu que le Costa Rica avait souveraineté de fait sur le territoire litigieux. Eh bien, c'est là aussi une crise qui illustre, si besoin en était, le pouvoir des cartes. Alors on le comprend, Google Maps en fait évoluer les principes classiques de l'autorité cartographique en diffusant des cartes porteuses de représentation locale au lieu de cartes uniques censées faire autorité. Google est donc un cartographe agnostique qui prétend qu'il n'existe pas de discours cartographique unique. Ce système entend se conformer aux représentations des gouvernements, cela pour ne pas perdre d'immenses marchés comme celui de l'Inde ou celui de la Chine. Or, cela finit en fait par s'imposer comme une source qui ferait autorité grâce à la version internationale de Google Maps. Sauf que les internautes indiens ou chinois, pendant ce temps-là, ne se doutent pas qu'il existe un conflit territorial, puisque sur la carte qu'ils consultent, la frontière est clairement définie selon la vision de l'État auquel ils appartiennent. Alors n'oublions pas, Google n'a tout de même pas pour vocation de régler les problèmes, les litiges frontaliers entre les États. Sachez qu'au-dessous des cartes, on utilise le plus souvent les cartes des Nations Unies comme référence, que ce soit en termes de frontières ou de toponymes. Parce que qu'on le veuille ou non, et quels que soient les outils, faire des cartes, c'est faire des choix. Google Maps ment, se plie à la volonté des puissants, numéro mémorable du dessous des cartes. Et Jean Jouzel nous a rejoint et on en est très heureux. Merci infiniment Jean Jouzel. Faut-il rappeler bien sûr que vous êtes un grand climatologue, vice-président du GIEC. Alors, avec Jean-Christophe, vous partagez évidemment un combat, celui de la lutte contre le réchauffement climatique, mais au-delà et en lien avec ce qui vient d'être dit dans ce dessous des cartes sur Google, vous étiez l'un et l'autre exaspérés par cette époque du court-termisme. Oui, c'est un bon exemple du court-termisme, cette idée de mettre disons, les frontières là où elles plaisent à un moment donné, dans un endroit donné. D'ailleurs, ça fait beaucoup de cette émission, a eu beaucoup d'impact d'ailleurs, d'écho. Ce qui nous unissait avec Jean-Christophe, c'est plutôt l'idée du long terme. Alors, l'idée du long terme, on l'a à la fois, bien sûr, dans les régions polaires. Ce qui m'a intéressé, c'est de participer à cet effort de reconstruction des changements climatiques sur de très longues périodes. Justement, cela nous apprend aussi comment fonctionne le système climatique. Et je crois que nous l'avons aussi eh bien, vers le futur, puisque tout ce qui touche le réchauffement climatique c'est l'action d'aujourd'hui, mais avec une vision à long terme de ce qu'il faut faire pour éviter des conséquences très importantes à échéance de la seconde partie du XXIe siècle. Alors, plus personnel, anecdote plus personnelle, je crois que vous avez reçu un dernier mail de Jean-Christophe quelques jours avant sa mort. Oui. Il vous invitait pour un événement qui lui tenait vraiment à cœur, racontez-nous. Bien sûr, c'était aussi pour échanger sur le livre de Virginie Resson, 2038, et bien sûr, pour aussi me redire, parce qu'il m'invitait à l'inauguration de ce qui lui tenait à cœur au cours des dernières années, ce musée dans le Jura, le musée dédié des pôles, après Manon. Et je crois que, bien sûr, l'inauguration aura lieu, je pense, en février. Évidemment. Mais c'était pour m'y inviter. J'ai vraiment été très touché de cet échange avec Jean-Christophe, quelques jours vraiment avant son décès. Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'être venu nous parler de cette histoire-là avec lui. Alors, refuser le court-termisme, on l'a dit, vous aviez ça en commun. Exemple, avec la crise des réfugiés et la guerre en Syrie, ce jour-là, dans le dessous des cartes, Jean-Christophe, lui, avait choisi de dénoncer la lâcheté de la communauté internationale avec une autre guerre, une autre dictature, d'autres exilés dont jamais la presse ne parle, les Érythréens. Connaissez-vous l'Érythrée? Ou sinon, peut-être connaissez-vous maintenant des Érythréens?
car parmi les réfugiés qui sollicitent un abri dans notre Europe tranquille, des dizaines de milliers sont des Érythréens. Alors comme il n'y a pas véritablement la guerre en Érythrée, comme il y a la guerre en Syrie, pourquoi sont-ils si nombreux à fuir leur pays? Eh bien, allons voir aux origines de ces flux migratoires. L'Érythrée se trouve dans la corne de l'Afrique. Ses voisins sont le Soudan, l'Éthiopie, Djibouti et de l'autre côté de la mer Rouge, le Yémen. Le territoire érythréen, qui représente 117 600 km², est composé de hauts plateaux au nord et d'une étroite plaine côtière désertique à l'est. Asmara, la capitale, le pays compte 6,5 millions d'habitants et vous voyez ici la répartition des 9 groupes ethniques, les principaux étant les Tigrinya et les Tigrés. Les chrétiens représentent 63% de la population, les musulmans 37%. L'Érythrée est un État récent, il n'est indépendant que depuis 1993. Alors regardons un petit peu de l'histoire de ce pays. Voici l'Afrique orientale italienne en 1936. Établie par Mussolini, elle est composée de la colonie de l'Érythrée, de la colonie de Somalie et de l'ancien empire d'Éthiopie. En 1940, Mussolini entre en guerre aux côtés de l'Allemagne, les forces italiennes occupent la Somalie britannique et la présence italienne sur les bords de la mer Rouge et du golfe d'Aden deviennent une menace pour les voies d'approvisionnement britanniques qui passent par le canal de Suez. En 1941, les Britanniques mènent une contre-offensive. L'Érythrée et les autres territoires sous contrôle italien passent alors sous administration britannique. En 1952, une résolution des Nations Unies faisant de l'Érythrée une unité autonome fédérée avec l'Éthiopie sous souveraineté de la couronne éthiopienne devient effective. Le souverain éthiopien, le Négus Haïlé Sélassié, a fait pression pour que l'Érythrée soit intégrée à l'Éthiopie afin que son pays enclavé obtienne un accès à la mer Rouge. Et en 1962, l'Éthiopie annexe l'Érythrée, qui devient une simple province. Eh bien, c'est cela qui entraîne une guerre d'indépendance qui va durer 30 ans. Elle prend fin en 1991, quand le Front populaire de libération de l'Érythrée met en échec les forces gouvernementales éthiopiennes. Et en 1993, l'Érythrée devient indépendante. Sauf que les deux pays entrent à nouveau en guerre en 1998, à propos de leur tracé frontalier, notamment autour de la ville de Badmé. En 2000, l'Éthiopie lance une offensive qui conduit à la signature d'un cessez-le-feu limitant la défaite de l'Érythrée. L'accord de paix, signé à Alger le 12 décembre, établit une zone de sécurité temporaire de 25 km à l'intérieur de l'Érythrée. Démilitarisée, elle est contrôlée par la mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie. En 2002, une commission internationale d'arbitrage délimite une nouvelle frontière que l'on voit ici en bleu. Le tracé est plutôt favorable à l'Éthiopie, à l'est, mais Badmé est attribué à l'Érythrée. Eh bien, l'Éthiopie refuse ce tracé, tandis que l'Érythrée accuse l'ONU de prendre parti pour l'Éthiopie. Vous voyez ici les revendications érythréennes en rouge et les revendications éthiopiennes en jaune. Eh bien aujourd'hui, le différend frontalier n'est toujours pas réglé. Les forces éthiopiennes se maintiennent à Badmé depuis la guerre de 98-2000 et cet état de guerre permanent a contribué à l'établissement d'un régime autoritaire à Asmara. Isaias Afewerki, qui était le chef du Front populaire de libération de l'Érythrée, est à la tête de l'État depuis l'indépendance, donc depuis 1993. Eh bien, le pays n'a jamais connu d'élection, il n'y a pas d'opposition, le parti unique est issu du Front populaire de libération de l'Érythrée, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de presse libre. Dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l'Érythrée occupe la dernière place depuis 2007. L'Érythrée est une dictature d'inspiration marxiste dont la principale force est le pouvoir militaire. Le service national est obligatoire pour tous les citoyens. La dernière année scolaire s'effectue dans le camp militaire de Sawa. Officiellement, la conscription ne dure que 18 mois. Mais depuis la guerre avec l'Éthiopie, la mobilisation est devenue permanente.
Les déserteurs, considérés comme des traîtres, sont emprisonnés, torturés, tués ou internés dans des camps de travail forcés. La conscription obligatoire est l'une des principales raisons du départ des Érythréens de ce pays qui est devenu une caserne. Il y a aussi les persécutions politiques qui réduisent au silence toute dissidence. En 2013, Amnesty International a dressé une carte des centres de détention présumés et a estimé que plus de 10 000 prisonniers politiques y seraient détenus. Il y a aussi les persécutions religieuses. Ce n'est pas la loi qui régit les Érythréens, mais la peur. Voilà ce que dénonce le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans son rapport publié en 2015. Donc, les Érythréens ne sont pas libres, et de plus, ils vivent dans de mauvaises conditions. Si on prend l'indice de développement humain de l'Érythrée, on voit que le pays se classe 186e sur 188 en 2014. Cet indice prend en compte 3 variables. Eh bien, regardons l'évolution de ces 3 variables depuis 2005. La santé, longévité a augmenté, le niveau d'éducation a un peu baissé, le niveau de vie a baissé parce que l'économie érythréenne tourne au ralenti. Il y a l'agriculture et l'élevage, mais le service national ainsi que les précipitations irrégulières entravent la production agricole et le développement économique. Il y a aussi l'exploitation minière qui a débuté récemment, avec la mine de Bichat où la production d'or a commencé début 2011, avant que la production de cuivre ne la remplace fin 2013. Elle est exploitée par une compagnie canadienne et l'entreprise d'État Eritrean National Mining Corporation. 3 autres mines sont en développement, la mine de cuivre et d'or de Débarrois, où la production pourrait débuter en 2016, la mine de potasse de Kolouli, où le lancement de la production est prévu pour 2018, et la mine d'or de Zara. Mais le développement de l'exploitation minière est limité par l'autarcie économique du pays, les dépenses militaires qui représentaient 21% du PIB en 2003 et la rhétorique du régime en matière de politique internationale. En somme, si je reprends service national, persécution politique, religieuse, pauvreté, eh bien voilà tous les mobiles qui poussent les Érythréens à quitter leur pays. Le premier obstacle consiste à sortir du territoire érythréen, car les frontières sont fermées et contrôlées par l'armée. Malgré cela, les Nations Unies estiment que 5000 Érythréens quittent leur pays chaque mois. La plupart ont moins de 30 ans. Ils se dirigent principalement vers les pays voisins. Le Soudan est le principal pays d'accueil pour les Érythréens, 117 000 réfugiés en janvier 2015 selon le HCR. La majeure partie se trouve dans des camps de réfugiés à l'est du pays et un petit nombre à Khartoum. L'Éthiopie est le deuxième pays d'accueil, 107 000 réfugiés en janvier 2015 pour le HCR. Ils vivent principalement dans 4 camps de réfugiés dans la région de Tigray et 2 camps dans la région d'Afar. Aujourd'hui, au Soudan et en Éthiopie, il n'y a que peu de possibilités d'enseignement et d'emploi pour les réfugiés érythréens. Privés de moyens de subsistance, de perspectives d'avenir, donc ils poursuivent leur route et s'en remettent alors aux passeurs. Le Soudan et l'Éthiopie, en effet, ne sont plus considérés comme des pays d'accueil, mais comme une zone de transit, comme vous le voyez sur cette carte, qui montre les routes migratoires au départ de l'Érythrée. Alors on repère une première route passant vers l'Égypte pour aller en Israël, et une deuxième route via la Libye et la Méditerranée pour atteindre l'Union européenne par l'Italie et Malte. Jusqu'en 2013, de nombreux réfugiés érythréens étaient dirigés vers Israël en passant par la péninsule du Sinaï. Mais cette année-là, Israël a fini de construire une clôture barbelée le long de sa frontière avec l'Égypte et l'armée égyptienne a lancé une offensive contre les islamistes du Sinaï. Les filières de migrants ont donc changé d'itinéraire et se dirigent désormais vers la Libye. C'est de là que les réfugiés érythréens et d'autres embarquent pour l'Italie et Malte. Ainsi, la baisse du nombre de départs de réfugiés érythréens pour Israël a eu pour conséquence la hausse du nombre d'arrivées de réfugiés érythréens sur le territoire européen, par l'Italie donc, et dans une moindre mesure à Malte.
Selon l'agence Frontex, 1900 Érythréens en 2012, 10 400 en 2013, 33 600 en 2014, 38 791 en 2015. En 2014, les Érythréens étaient le deuxième groupe le plus important à arriver en Italie par bateau, après les Syriens. Et en 2015, ils étaient le premier groupe devant les Nigérians. Voilà, nous avons voulu aller à la source des événements actuels afin de comprendre pourquoi de si nombreux Érythréens quittent leur pays. Or, on ne part jamais volontiers de chez soi. Il faut toujours se souvenir de cela lorsque l'on pense à un réfugié. Et d'ailleurs, dans la racine latine de réfugié, il y a le verbe fuir. Les Érythréens fuient cet atroce régime politique, l'encasernement d'une société entière, un bien trop faible niveau de vie. Ils ont en somme le choix entre rester vivre dans une dictature de type Corée du Nord ou partir sur les routes incertaines, coûteuses et surtout dangereuses de l'immigration. Voilà pourquoi nous voulions comprendre les raisons qui poussent au départ les migrants érythréens. Nous voulions faire réfléchir à l'accueil que nous leur réservons alors qu'ils ont simplement besoin d'une protection internationale. Alors à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Eh bien à la poursuite de ce flux, car on ne connaît aucune initiative de grande ampleur qui soit entreprise contre un tel régime. Merci beaucoup, Ronny Broman, de nous avoir rejoints ici aujourd'hui. Vous êtes bien sûr l'ancien président de Médecins sans frontières. Jean-Christophe, vous l'avez connu, je crois, en Afghanistan dans les années 80. Racontez-nous. Oui, nous nous sommes connus à la frontière de l'Afghanistan, dans la ville de Peshawar, là d'où partaient les différentes caravanes, les expéditions qui se rendaient clandestinement à l'intérieur du pays. La plupart dans un but d'aide humanitaire, d'autres dans un but d'information, de sensibilisation. Mais en tout cas, tous nous étions, disons, sensibles à ce qu'on pourrait appeler une sorte de cause afghane, c'est-à-dire la résistance d'un peuple à une invasion. C'était ce mélange, disons, d'humanité et de politique. Vous diriez que ça définissait sa vision de la géopolitique. Est-ce qu'on résume bien Jean-Christophe en disant que sa géopolitique, elle était avant tout humaine ? Oui, n'oubliez pas que la politique était une affaire d'hommes, d'êtres humains, avec leurs contradictions, avec leurs réactions parfois inattendues. Et c'est cette capacité d'être surpris, de poser un regard à un endroit où on ne l'attend pas, de prendre un angle qui était le sien. Je crois que c'est ça qui faisait le prix de sa géopolitique à lui. Et c'est surtout en téléspectateur, en lecteur, que j'appréciais son travail. J'étais un grand amateur du dessous des cartes. Enfin, je vais le rester. Je ne crois pas que l'émission va disparaître avec lui. Enfin, je l'espère en tout cas. Et ce que j'appréciais notamment, c'était sa capacité à rapprocher deux étages qui sont souvent différents, l'étage géopolitique, celui de la froideur étatique, des rapports de force, des différences entre puissances continentales, puissances maritimes. Jean-Christophe Victor savait nous rappeler que la politique, c'est une affaire d'hommes et pas simplement de territoire, de puissance. Et je pense que ça rendait plus efficace sa compréhension des phénomènes politiques et que, évidemment, ça la rendait beaucoup plus sympathique également. Et sympathique, en effet, il l'était, et charismatique et généreux. Merci beaucoup d'être venu nous parler de lui. Aujourd'hui, Ronny Broman, ici à la Bibliothèque nationale de France. À présent, nous avons choisi de ressortir un extrait d'une émission, l'émission anniversaire pour les 15 ans du Dessous des cartes. C'était en octobre 2005, un extrait, vous allez voir, où Jean-Christophe profite de cet anniversaire pour faire une sorte de discours de la méthode, de sa méthode, sa vision de la géopolitique, vous l'avez dit, Ronny Broman, et surtout, toujours, de faire passer un message. On regarde. Faire de la prospective, cela ne relève pas de la cartomancie, mais du croisement de différentes disciplines, de changement d'échelle, de cartes et de réflexion, d'une intégration du point de vue de l'autre, et surtout, cela implique beaucoup de voyager sur le terrain. Alors, ces chroniques de guerre annoncées, on aurait pu aussi vous montrer des cartes du Kosovo, de la Tchétchénie, de la Côte d'Ivoire, soulèvent la question de la guerre comme instrument d'une politique, mais cela souligne aussi ses conséquences innombrables. Les questions énergétiques deviennent désormais des questions climatiques et révèlent la vision courte de générations consommatrices, la mienne, vis-à-vis des générations qui suivent. Alors pendant ces 15 ans, nous avons découvert à quelle immense échelle se situait la pandémie du sida, nous avons découvert Internet et la mondialisation, ou le 11 septembre avec ses causes et ses conséquences.
Voilà évidemment qui dessine l'avenir de ce cours de géographie politique face à ce grand amphi qu'est la télévision, pour passer de la géopolitique à la politique tout court. Voilà, il est temps de vous dire au revoir et surtout de dire au revoir à Jean-Christophe, de le remercier en notre nom à tous. Merci à lui de nous avoir ouvert les yeux sur le monde et sur son monde. Alors il paraît que Jean-Christophe avait un projet pour le 1er avril prochain, concevoir une sorte de numéro un peu gag du dessous des cartes, avec des cartes bien sûr, et un pays imaginaire. On aimerait tant qu'il puisse le faire de là où il est. Au nom de tous ceux qui ont fabriqué cette émission avec lui pendant plus de 25 ans, on vous remercie de lui avoir été aussi fidèle. En attendant, voici son dernier voyage, les îles Kouril, un vieux rêve. Il y était enfin allé en septembre dernier et il aura donc consacré cette dernière émission à ce chapelet d'îles quasi inhabitées que revendiquent à la fois la Russie et le Japon. Bon voyage Jean-Christophe, ici et ailleurs, et merci. Pendant le mois de septembre 2016, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer au large de la Russie et des côtes japonaises, plus précisément le long de l'archipel des Kouril. Voici donc aujourd'hui le récit de mon voyage et bien sûr quelques cartes pour comprendre. Alors, outre le fait qu'elles sont superbes, ces îles Kouril présentent un triple intérêt. Un intérêt de volcanologie, elles sont sur la ceinture de feu du Pacifique. Un intérêt biologique, elles sont une réserve majeure de biodiversité, tant marine qu'ornithologique, et un intérêt géopolitique, puisque la souveraineté sur ce chapelet d'îles reste toujours disputée entre la Russie et le Japon, et ce depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voici une carte de l'océan Pacifique. Au nord-ouest, on repère la mer d'Okhotsk, entre la péninsule du Kamtchatka et les côtes de Sibérie. On oublie en effet souvent que la Russie n'est pas seulement européenne, mais qu'elle ouvre aussi sur l'océan Pacifique. Et donc elle est directement frontalière du Japon par l'île de Sakhaline et par l'archipel des Kouril. Les Kouril, ce sont un chapelet d'îles s'étirant sur près de 1200 km de la péninsule du Kamtchatka à l'île d'Hokkaido au nord du Japon. Ces îles sont volcaniques, assises directement sur la ceinture de feu du Pacifique, et j'ai d'ailleurs eu la chance de voir en direct une éruption de jour et de nuit. On trouve là en effet une centaine de volcans actifs, dont de nombreux sont sous-marins. Ces îles ouvrent sur la fosse des Kouril d'une profondeur de 10 000 mètres de fond et sont à la jonction de la plaque tectonique pacifique et de la plaque d'Okhotsk. Elles sont sur la zone dite de subduction, c'est-à-dire là où une plaque plonge sous une autre, entraînant des mouvements souterrains ou sous-marins qui provoquent séismes et tsunamis. Donc, premier intérêt, la géologie. Le deuxième intérêt est lié à la biologie animale. Ces îles sont d'une grande richesse en biodiversité. Nombreux mammifères et oiseaux, refuge de millions d'animaux marins, car ils peuvent s'y reproduire tranquillement. On trouve des otaries, des lions de mer, des dauphins, des rorquals, des baleines de divers types. Il s'agit quasiment d'une aire marine protégée, mais sans en avoir le statut juridique. Et de plus, c'est l'une des plus riches aires poissonneuses au monde, très recherchée pour les études halieutiques, mais aussi bien sûr pour la pêche. Maintenant, qui habite ces îles? Pas grand monde, on voit ici la carte de l'habitat originel du peuple premier, les Aïnous, dont il ne reste aujourd'hui que quelques descendants métissés. Les Aïnous étaient un peuple de chasseurs-pêcheurs, donc une société non agricole, animiste, et qui vivait ici avant d'en être chassés d'abord par la colonisation japonaise et ensuite par la colonisation soviétique. Aujourd'hui, ces îles sont surtout habitées par des Russes et quelques rares Japonais, et au total, on compte environ 19 000 habitants, mais le recensement n'est pas précis. La situation est donc paradoxale. Voilà des îles plutôt hostiles, volcaniques, très exposées aux séismes et aux tsunamis, très peu peuplées, non développées, et pourtant le Japon et la Russie, deux grandes puissances du Pacifique, se les disputent depuis plusieurs siècles. Alors pourquoi? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter dans l'histoire. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Le Japon devient souverain sur les grandes îles d'Hokkaido et de Sakhaline. Les Kouril du Sud, appelés alors territoires du Nord, sont peu connus et non revendiqués. Le shogun Hideyoshi, qui règne alors sur le Japon, veut développer le commerce avec le continent.
En 1697, la Russie conquiert le Kamtchatka et les Russes explorent les îles Kouriles jusqu'à Urup. Face à cette expansion russe, le Japon implante en 1800 une garnison sur l'île de Iturup pour bien marquer les limites militaires de l'Empire japonais. Et en 1855, lors du traité russo-japonais de Shimoda, c'est cette limite qui va marquer la frontière entre les deux États. Par ce traité de Shimoda, Sakhaline passe sous souveraineté partagée entre Japon et Russie en échange de l'ouverture au commerce des ports japonais de Hakodate, Shimoda et Nagasaki pour les flottes marchandes de la Russie. Mais les ambitions et les moyens entraînent de constants retournements. En 1875, par le traité de Saint-Pétersbourg, cette fois, les Russes échangent une totale souveraineté sur l'île de Sakhaline contre, au Kouril, une totale souveraineté japonaise. Début XXe siècle, la Russie poursuit sa poussée vers le Pacifique, elle annexe la Mandchourie chinoise, s'avance vers la Corée, afin de conquérir des zones portuaires ouvrant sur l'océan. Et c'est là le facteur déclenchant de la guerre russo-japonaise de 1905, qui va durer 1 an. La Russie est vaincue par l'armée japonaise, et elle doit, par le traité de Portsmouth, céder au Japon la moitié de l'île de Sakhaline. Le Japon, lui, étend son influence sur la péninsule coréenne et sur le sud de la Mandchourie. Voilà donc où nous en sommes en 1905. Alors attention, suivez bien, ce n'est pas simple. La situation va s'inverser en février 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline négocie l'entrée de l'URSS dans la guerre contre le Japon en échange de la récupération du sud de Sakhaline et de l'ensemble des îles Kouriles. Et c'est un échange qu'acceptent dans les négociations américains et britanniques. Donc le 2 septembre 1945, lors de la signature des actes de capitulation inconditionnelle, le Japon est contraint d'accepter le passage des îles Kouriles sous contrôle soviétique, ainsi que le sud de Sakhaline. Sauf que Tokyo n'en reconnaît pas la souveraineté. Aujourd'hui, l'URSS n'existe plus, mais non seulement le litige territorial n'est pas réglé, 25 ans plus tard, mais de plus, la Russie, héritière de l'Union soviétique, n'a toujours pas signé de traité de paix avec le Japon. Alors quel est le point de vue de chacune des deux parties ? Pour le Japon, il y a au moins 3 mobiles à vouloir récupérer les territoires du Nord. D'abord, il y a l'argument historique. Ces territoires sont considérés comme appartenant à l'espace japonais depuis 1855 par le traité de Shimoda dont je vous ai parlé. La deuxième raison est liée à la pêche. Les eaux autour des îles d'Iturup et de Kunashir sont parmi les plus poissonneuses au monde. Or, au Japon, le poisson est la principale source d'apport en protéines. Et puis enfin, le Japon se propose d'investir pour le développement de la côte est de la Russie afin, en échange, de tirer profit du pétrole de Sibérie et du gaz russe de Sakhaline. Donc il veut en finir avec ce contentieux pour ne pas laisser les gisements russes aux concurrents chinois et sud-coréens. Maintenant, quel est le point de vue de la Russie ? Alors comme pour le Japon, les Kouriles ont un intérêt lié à la pêche, mais aussi aux hydrocarbures, car l'archipel en recèlerait d'importantes réserves. De plus, mais cette fois contrairement au Japon, les Kouriles sont un atout stratégique pour la Russie en tant que verrou de la mer d'Okhotsk. Leur contrôle permet une ouverture directe sur le Pacifique. Et pour affirmer ses positions, la Russie prévoit la construction de quelques 392 bâtiments civils et militaires sur les îles d'Iturup et Kunashir. Et puis troisièmement, il y a la valeur symbolique de ce territoire. Pour la Russie, il y a toujours l'idée nationale, cette idée que l'intégrité du territoire est menacée. Et c'est peut-être là d'ailleurs le mobile principal du statu quo dans le contentieux avec Tokyo. Pour Moscou, restituer les Kouriles au Japon pourrait former une sorte de précédent. En 2010, pour la première fois, un chef d'État russe, Dmitri Medvedev, s'est rendu sur l'île d'Iturup, ce qui a entraîné évidemment de nombreuses réactions au Japon. Et de plus, en dehors des Kouriles, le Japon est face à plusieurs contentieux sur son territoire maritime. On le voit sur la carte de la zone économique exclusive du Japon. Contentieux au nord avec la Russie donc, mais également à l'ouest avec la Corée du Sud et au sud avec la Chine et Taïwan. Et lors d'un récent sommet sino-russe, la Chine a affiché son soutien à la Russie par rapport aux Kouriles
et réaffirme qu'elle revendique les îles Senkaku Diaoyu en mer de Chine, administrées par le Japon depuis 1972. Voilà donc pour la diplomatie, la politique, les postures, car en même temps, quand on regarde de plus près, malgré ce litige entre la Russie et le Japon, on voit que les échanges de marchandises entre les deux puissances sont sans cesse en augmentation. Ils étaient de 4 milliards d'euros en 2002 et ils sont estimés à 16 milliards et demi en 2015. Les Japonais investissent dans l'extrême-orient russe depuis les années 90. Ils importent du bois de Sibérie, du poisson, de l'aluminium. Ils participent à l'agrandissement des ports russes de Vanino, Sovgani, de Kassan. Ils participent également au terminus du train Baïkal-Amour magistral qui relie le Pacifique et la Sibérie. Enfin, des lignes aériennes ont été mises en place entre Sakhalin et Hokkaido et des lignes maritimes entre Vladivostok et Niigata, Niigata-Vanino et Vanino-Otaru. Alors les dirigeants des deux États, Shinzo Abe pour le Japon et Vladimir Poutine pour la Russie, se sont rencontrés au Pérou lors du sommet de coopération économique Asie-Pacifique et bien sûr lors de la visite de Poutine au Japon en décembre 2016. En fait, les négociations sont à nouveau au point mort depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, qui a été condamnée par Tokyo. Alors, un chercheur japonais, ethnologue, biologiste, qui était à bord avec moi sur le bateau, proposait un plan de sortie de crise en 3 points. D'abord, donner la priorité aux investissements japonais sur la côte est russe, y compris Sakhalin, contre un assouplissement de Tokyo sur les sanctions prises après l'annexion de la Crimée. Deuxièmement, maintien sur place des populations pour ne pas créer de nouvelles injustices vis-à-vis des Russes qui habitent dans les Kourils depuis longtemps maintenant. Et puis troisièmement, ne pas développer, ne pas industrialiser les Kourils elles-mêmes afin de protéger ce hotspot de la biodiversité. L'idée, ce serait d'établir là une vaste zone co-gérée, préservée, aussi bien terrestre que marine. Alors évidemment, on peut toujours rêver.